le 9 septembre dernier, la CNIL a sorti son guide sur le recrutement. Ce guide fait suite au référentiel sur la gestion des ressources humaines qui encadrait les traitements depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise jusqu'à sa sortie. On peut se poser la question, qu'est-ce que ce guide apporte en matière de recrutement, Anne-Charlotte ? Oui, effectivement, Jean-Philippe, ce guide était fortement attendu par toutes les directions RH, puisqu'on le sait, le référentiel de la CNIL de 2020 comportait certaines lacunes sur le recrutement et on attendait des précisions complémentaires. Et ce guide, véritablement, au travers d'une FAQ, vient nous donner des indications concrètes sur la mise en œuvre des process de recrutement, les traitements concernés et traite aussi de tous les traitements plus innovants, par exemple l'utilisation des données collectées sur Internet ou encore les outils d'évaluation des salariés. Selon moi, ce guide comporte 5 grands apports principaux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anne-Charlotte. J'ai noté notamment un point sur une volonté d'une démarche assez pédagogique de la CNIL, en particulier sur le statut des acteurs. C'est une des questions cruciales du RGPD et qui apporte souvent son lot de complexité. Il faut en effet se poser la question: est-ce que l'acteur est responsable de traitement, sous-traitant ou responsable conjoint? Et la CNIL nous renseigne ici sur le statut que peut avoir un recruteur tiers, par exemple, qui sera dans la plupart des cas considéré comme responsable distinct de traitement vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice de ce service de recrutement. Donc il y a comme ça des exemples qui sont donnés par la CNIL qui ne correspondent pas forcément toujours aux situations réelles ou aux situations qui ont pu notamment être données en exemple par le CEPD, le groupement des CNIL européennes, qui porte notamment comme exemple le cabinet de recrutement qui peut également avoir le statut de responsable conjoint lorsqu'il propose une plateforme conjointement avec l'entreprise qui cherche à recruter un candidat. Oui, tout à fait. Et au-delà, je pense, du statut des acteurs, un autre point important, c'est la question des bases légales. Et souvent, les responsables de traitement, les DRH s'interrogent sur les bases légales appropriées pour chaque traitement et chaque finalité. Ici, la CNIL vient nous donner véritablement des précisions en précisant pour chaque finalité quelle est la base légale envisageable. On le sait, l'article 6 du RGPD nous donne 6 grandes bases légales et la CNIL vient les lister les unes après les autres et envisager quelle finalité peut correspondre à quelle base légale. Donc c'est vraiment un indicateur précieux. À titre d'exemple, la CNIL nous dit que sur le recrutement, on peut mobiliser évidemment la base légale des mesures précontractuelles, c'est-à-dire les mesures prises en vue de la conclusion du contrat de travail avec le collaborateur. Petite précision toutefois, cette base légale ne serait envisageable que dans le cas où le traitement serait diligenté à la demande du candidat. Autre exemple pris par la CNIL, la base légale de l'obligation légale qui résulterait d'un texte de loi ou d'un texte réglementaire. La CNIL nous dit par exemple que cette base légale peut être mobilisée lorsque le recruteur opère des vérifications auprès de la préfecture pour vérifier qu'un candidat de nationalité étrangère dispose des habilitations et des droits nécessaires. Dernière solution aussi envisagée par la CNIL, c'est celle du consentement du candidat. On le sait, il y a des hypothèses dans lesquelles seul le consentement du candidat peut permettre le traitement de ces données. On pense notamment au cas où le recruteur souhaite conserver le CV, se constituer une CVTech pendant une durée supérieure à la durée de conservation habituelle de 2 ans. Dans ce cas-là, il faudra solliciter le consentement explicite du candidat dans les règles établies par le RGPD relatives au consentement. Alors ces 2 premiers points sont des points plutôt juridiques et le guide aborde aussi des points pratiques, notamment par rapport à la pertinence des données collectées. La CNIL rappelle un principe clé, celui de la proportionnalité du traitement et de la minimisation des données, et donne des indicateurs sur les données qu'on peut ou qu'on ne peut pas collecter au stade du recrutement. Par exemple, il sera vu comme disproportionné de collecter le numéro de sécurité sociale du candidat ou ses coordonnées bancaires dès l'étape de recrutement, s'il n'y a pas de raison particulière de le faire. Donc on a vraiment encore une fois cette visée pédagogique et pratique dans ce guide qui nous permet d'avoir là aussi
un contrôle de conformité des traitements liés au recrutement et une vraie notice du traitement de recrutement qu'établit la CNIL et sur lequel elle pourra notamment baser ses contrôles. Tu le disais, Jean-Philippe, effectivement ce guide a une vocation vraiment pratique et pédagogique et c'est la raison pour laquelle la CNIL vient envisager des traitements innovants. On en parlait tout à l'heure, la question de l'évaluation des salariés, c'est vraiment une question qui revient fréquemment dans la bouche des DRH. La question de l'évaluation des salariés au stade du recrutement, on le voit de plus en plus souvent. Il y a des tests des candidats, des mises en situation, des serious games. Aujourd'hui, les DRH ne peuvent pas s'en passer et ça pose toute la question de l'évaluation personnelle des candidats. Ici, la CNIL vient nous rappeler avec force qu'il est nécessaire d'avoir une évaluation qui soit encore une fois proportionnée et qui ne doit avoir pour but unique que d'évaluer objectivement les compétences du candidat et ses capacités à remplir les attendus du poste concerné. Par exemple, exit toute évaluation astrologique ou toute évaluation psychomorphologique du candidat qui serait complètement dénuée de lien avec ses potentielles compétences professionnelles. Ce principe clé de lien entre les attentes du poste et les informations qu'on va collecter au travers d'une évaluation ou au travers des questions qu'on va poser aux candidats, je trouve qu'on le retrouve également lorsque la CNIL nous parle des informations qu'on peut aller chercher sur Internet à propos du candidat. Donc le recruteur qui va regarder le profil du candidat sur les réseaux sociaux, qui va se renseigner sur ce qu'on peut trouver sur les moteurs de recherche sur le candidat concerné, doit toujours garder à l'esprit, et c'est ce que rappelle la CNIL, que les informations qu'il recherche doivent avoir un lien avec le poste concerné et avec les attendus du poste. Donc cette recherche peut avoir par exemple pour but de valider, vérifier des informations pertinentes fournies par le candidat lors d'un entretien par exemple. Et on distingue finalement deux cas. Le cas où le recruteur va collecter lui-même ces informations, où il doit avoir cette vigilance particulière, et le cas qui peut se produire également du candidat qui va volontairement fournir des informations qui sont issues de ses réseaux sociaux ou de son profil qui peut être trouvé sur Internet. Dans les deux cas, la CNIL rappelle, et c'est à nouveau un des principes clés qui doit être mis en pratique par les responsables de recrutement, il faut informer la personne concernée des traitements de données. Cette information, elle peut par exemple passer par une mention sur l'espace de recrutement du site Internet, mention qui sera à destination du candidat. Très bien. Merci Jean-Philippe pour cet échange. Merci Anne-Charlotte. Au revoir. À très bientôt.